Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Le Cameroun promeut depuis les indépendances l'usage de deux langues officielles, le français et l'anglais. Cette biculturalité est d'ailleurs encadrée par la loi fondamentale et celle du 14 avril 1998 fixant les contours de son usage dans l'orientation de l'éducation au Cameroun. L'éducation est un droit dans notre pays et pilier du développement. Et pourtant, cette éducation est confrontée aux réalités conjoncturelles et aux défis structurels dans un monde dynamique. Si le taux de pénétration de l'éducation nationale au Cameroun connaît une fluctuation, une tendance haussière qui ne rime pas toujours avec des résultats attendus, les dérives sont quantifiables. En course pour étudier, les prétendants au fauteuil présidentiel préconisent donc la réformation du système éducatif, l'arrimage de l'enseignement à l'évolution et la valorisation des enseignants, pierre angulaire de notre système éducatif. Ce soir, dans le cadre de cette livraison étudiée, nous passerons au peigne fin les pesanteurs de l'harmonisation du système éducatif au Cameroun, les problèmes de l'orientation structurelle, les avancées du taux d'alphabétisation et les offres politiques des prétendants au fauteuil présidentiel pour la modernisation du système éducatif camerounais. Cette émission, comme les précédentes, admet l'interactivité. Vos réactions et suggestions sont donc attendues par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46 et par WhatsApp au 651 74 11 31, 651 74 11 31. Et tout dit, c'est la vitrine des élections présidentielles au Cameroun et c'est sur la télévision du monde. Je vous retrouve juste après ce léger break. Je vais rapidement décliner le profil des invités qui ont bien accepté le débat ce mercredi sur les antennes de la télévision du monde. Je vais commencer par le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Luther Meka. Merci d'être venu ce mercredi. Merci de nous avoir invités. Merci à tous les téléspectateurs qui sont avec nous ce soir. J'espère que les débats seront à la hauteur des invités et que tous ceux qui sont devant leur petit écran vont comprendre le programme que le chef de l'État a pour l'éducation et toutes les réalisations qu'il a pu faire pour permettre à ce que la jeunesse ait un taux d'alphabétisation assez élevé comme c'est le moment actuellement. Célestin Diamène, vous représentez le mouvement pour la renaissance du Cameroun dont le candidat, le professeur Kamto, est en course pour la magistrature suprême cette année. Merci d'être venu ce mercredi. Merci Yves Sanjou, merci de m'avoir invité sur ce plateau de LTM. C'est un plaisir d'être là. J'espère moi aussi à mon tour que ce débat sera de qualité. En tout cas, je pense que ça ne vous a pas échappé que Maurice Kamto s'est lancé dans l'arène depuis maintenant pratiquement 6 ans pour moderniser le Cameroun. Je pense que le sentier de l'éducation nationale est un sentier fort intéressant. Ce sentier a été complètement phagocyté par le pouvoir en place en créant des ministères budgétivores et totalement inutiles. Donc nous avons pour vocation, n'est-ce pas, de réhabiliter ce domaine qui me semble extrêmement important pour l'avenir du pays, parce qu'en vérité, vous le savez, le capital humain, et particulièrement la jeunesse, l'éducation, c'est, n'est-ce pas, l'avenir des nations, c'est la richesse des nations. Donc c'est pour ça que j'aurai plaisir tout à l'heure à évoquer ces différents sujets avec les téléspectateurs. Juste à proximité de vous, on a également un militant qui est issu de la coalition Akérémona, l'un des candidats également à cette élection présidentielle. Merci d'être venu. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. C'est un réel plaisir d'être là, de partager cet agora avec ces intelligences avérées. C'est une opportunité pour la coalition de M. Mouna de profiter pour démontrer tout l'appareillage qu'ils ont, tout ce qu'ils ont préparé, tout ce qui est mis en place pour que les Camerounais qui depuis un moment sont en train de subir une politique une campagne de sabotage, comprennent que M. Mouna ne s'est pas porté candidat pour faire dans la flagornerie, dans la diversion. Non, c'est un candidat sérieux qui a un programme très sérieux, qui est un programme qui est porté sur un réajustement sérieux parce que vous savez, 36 ans
que le Cameroun est dans l'impasse, 36 ans que notre éducation souffre de tous les maux, tous les dérives que nous connaissons, 36 ans que nous nous retrouvons à avoir des scores, des records tels que les pays les plus corrompus, 36 ans où nous nous retrouvons à avoir des enfants qui obtiennent des diplômes en dessous de la moyenne. Je pense qu'il est bon temps que les Camerounais comprennent qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Merci. Marcel, c'est à dessein que je n'ai pas voulu vous présenter. Je rappelle également que vous êtes donc enseignant et on va peut-être commencer par vous. C'est une question rituelle. Hein. J'ai presque envie de commencer par cela. Marcel, juste pour savoir, le financement électoral est-il véritablement disponible? Vous avez l'information au niveau de la coalition Akremouna. La presse évoquait qu'une partie de ce financement public était déjà disponible. C'est le cas? J'ai eu à entendre que ce financement est disponible à hauteur de 15 millions par parti, mais il se peut que nous ne soyons pas encore passés à la caisse parce que, figurez-vous, 15 millions pour un parti qui doit battre une campagne sur le plan national, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec et qui se moque-t-on? Célestin Diamel, vous avez déjà... Oui, mais bon... C'est 15 millions de francs CFA? 15 millions ont été, selon la circulaire du ministre, je crois, de l'administration territoriale, ou des finances, les 15 millions étaient disponibles dès le 19, c'est aujourd'hui. Et donc, la rumeur persistante nous dit que le SDF aurait encaissé cet argent, le même monde univers, le parti univers, et bien entendu le parti au pouvoir. Donc effectivement, il faut dire comme Marcel que c'est de la pure provocation, c'est une insulte, parce qu'en vérité, 15 millions pour une campagne sérieuse, ça c'est pas l'argent, c'est même pas l'argent d'une journée. Si on fait un voyage dans le Grand Nord, 15 millions, c'est même pas pour une journée. Donc je crois que le RDPC, encore là, on est coutumier du fait, hein, c'est pas la première fois, en 2011 déjà, je me rappelle quand j'étais dans la cellule de communication du chairman à l'époque, un huissier était venu débarquer dans notre salon pour nous tendre un chèque de 15 millions, qu'on a évidemment refusé. Et donc c'est pas la première fois, moi je dis qu'il ne faut jamais compter sur ce parti-État, parce qu'en vérité le candidat sortant est président d'un parti en compétition et lui-même candidat, donc c'est à dessein qu'il ne peut pas verser des sommes consistantes et en temps utile à ses concurrents. Donc il fallait bien s'y attendre. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui, alors qu'il y a des lois de 2000 notamment qui prévoient le financement des candidats à l'élection présidentielle et autres, ce n'est jamais respecté. Donc est-ce qu'on est véritablement dans un état de droit? J'en doute. L'UTERMECA, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a également reçu 15 millions, c'est ça? Comme première partie de ce financement-là? D'après ces informations, mais ce que je peux dire, c'est que comme vous pouvez le constater, vous suivez l'actualité, le RDPC n'attend pas de financement public pour pouvoir avoir ses moyens par rapport à la campagne. Comme vous pouvez le constater, le RDPC a mobilisé ses militants, ses élites et ses cadres pour pouvoir trouver des financements par rapport à la campagne. Et il ne faudrait pas toujours que les partis politiques commencent toujours à pleurnicher en attendant, n'est-ce pas, la manne de l'État. Je crois que lorsqu'on fait un parti politique, on a un business plan, on a des objectifs, on a, n'est-ce pas, un autofinancement qui vous permet de vous mouvoir. Je crois que ce qui vient de l'État doit être juste un ajout, juste un bonus pour pouvoir vous permettre de se mobiliser, de pouvoir se déployer sur le terrain. Donc moi je suis surpris aujourd'hui et certainement qu'ils vont encore pleurnicher pendant longtemps parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui viennent dans la politique pour faire l'usure, c'est-à-dire ils donnent 30 millions et puis ils reçoivent 50 millions et puis ils empochent 20 millions. Donc il y a ces manigances-là qui passent sous table derrière ces partis de commerce. Je voudrais qu'on entre rapidement dans le vif du débat ce mercredi et qu'on aborde la première dorsale de cette émission. On parle spécifiquement d'éducation. Plusieurs candidats ont fait quelques propositions pour améliorer ce fameux système. Je voudrais, l'UTERMECA, peut-être qu'on commence par dresser un état des lieux. Faut-il s'inquiéter de notre système éducatif aujourd'hui, à votre avis? Moi, je crois que s'il y a un secteur où le chef de l'État a pu beaucoup travailler pour la jeunesse, c'est le secteur éducatif. Dans ce livre que je détiens pour le libéralisme communautaire, qui est notre livre-programme, à la page 87-88, le président Paul Biya démontre effectivement que l'éducation est le facteur essentiel pour la transformation de l'homme. Et il dit que dans son programme, il est important que tous les enfants, que ce soit l'arrière-pays, que ce soit des villes, puissent avoir des écoles compétentes, des écoles de pointe,
pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce qu'il y ait égalité des chances. C'est-à-dire que dans la philosophie du chef de l'État, que vous soyez à l'arrière-pays, que vous soyez en ville, vous devez avoir de bonnes écoles. Et pour cela, le président Paul Biya n'a pas les liens sur les moyens. Je vous donne quelques chiffres parce que c'est important que les gens sachent que la libéralisation, la démocratisation de l'éducation est en marche. Sur le plan, n'est-ce pas, de l'enseignement primaire, on peut totaliser 18 596 écoles en 2018 et 14 712 écoles en 2017. Et le taux d'alphabétisation au primaire est de 94,5%. Pour ce qui est du secondaire, parce qu'il faut le dire, à l'époque, beaucoup de gens le disent, il y avait un lycée par département. Quand on parlait du Mungo, on parlait du lycée de Manongouba. Quand on parlait du Nkam, on parlait du lycée de Yabassi. Quand on parlait du centre, on parlait du lycée Leclerc. À Douala, on parlait, n'est-ce pas, du lycée Jos. Aujourd'hui, tenez-vous tranquille, selon l'Institut national des statistiques, il y a 34 391 établissements publics et privés en 2012, 38 060 en 2014. Certainement avec la construction des autres établissements qui ont eu lieu. Donc, le taux d'alphabétisation sur le plan national est de 77% selon le chiffre de l'UNICEF. C'était pour vous dire que sur le plan, n'est-ce pas, de la politique du chef de l'État, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan éducatif. Je peux aller sur le plan supérieur, si vous voulez, parce qu'il y a véritablement des choses qui ont été faites. Et le président Paul Biya, je vais conclure par là, a donné une arme incroyable à la jeunesse, la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui vous permet de vous insérer dans la société. Et c'est la connaissance qui vous permet d'être efficace. Et cette connaissance-là permet aujourd'hui qu'il puisse avoir en face, n'est-ce pas, de la réplique, parce que le peuple camerounais est éclairé. Et j'aimerais que, parce que moi je crois que le MRC n'a rien à dire dans ce débat, parce que leur président est fonctionnaire d'État et enseignant dans ce système. Donc il est également celui-là qui a formé les Camerounais. Nous attendons la décision, n'est-ce pas, de sa démission dans le système éducatif pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nous démontrer qu'il est en porte-à-faux avec ce système éducatif. Alors, Célestin Diamène, l'IDERMECA semble indiquer que la cartographie de notre système a pris du volume avec la création de plusieurs établissements aujourd'hui, et il semblait se féliciter également du taux de pénétration de l'alphabétisation au Cameroun. C'est la même lecture que vous faites? Évidemment non. D'abord, je m'empresse de dire que l'IDERMECA a toujours cet humour. J'espère qu'il ne veut pas censurer, n'est-ce pas, professeur Camto, d'avoir eu le crédit d'enseigner. À l'université. Je crois que ça se respecte quand même. On peut être opposant et enseignant dans ce pays, même si nous sommes dans une république bananière. Alors, c'est sa carrière, il faut le respecter. Maintenant, il est candidat à l'élection présidentielle. C'est un candidat le plus sérieux. Il n'y a qu'à voir ses meetings. Maintenant, sur la question, je pense que quand on dit qu'il y a plus d'écoles aujourd'hui, il y a plus de lycées, plus de collèges, je dirais aussi qu'il y a plus d'immeubles qu'en 82. Ça, c'est clair. Il y a plus de taxis, plus de voitures, si on va dans ce raisonnement-là. Non, je crois que le débat n'est pas à ce niveau-là. Il faut arrêter de créer la confusion dans l'esprit des Camerounais et de dire que ce qui compte, c'est le niveau scolaire. On a vu ces 20 dernières années, beaucoup de Camerounais, de jeunes Camerounais, filles comme garçons, aller chercher le bac centrafricain ou tchadien, qui ont maintenant plus de valeur que le bac camerounais. Parce qu'il y a 30 ans, quand vous arriviez à Paris, vous inscriviez, Paris c'est un exemple, ça peut être ailleurs, vous inscriviez directement en première année de DUG, avec le bac camerounais. Parce qu'il était reconnu, il était valorisé, il était reconnu que le système éducatif camerounais était un système fiable et solide. Aujourd'hui, c'est devenu, n'est-ce pas, une affaire de petits copains, le bac est distribué à des amis. Quand on voit aujourd'hui qu'en dessous de 10 de moyenne, on peut avoir un examen, c'est quand même assez inquiétant. Logiquement, quand on ne peut pas avoir 10 dans un examen ou un concours, on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir ce diplôme. On ne peut pas réussir à cet examen. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quel est le niveau, la qualité des études aujourd'hui proférées à nos enfants. Évidemment, c'est nul. Quand on converse avec ces jeunes-là, l'écrit, le phrasé, la syntaxe est loin derrière par rapport au diplôme que nous avons reçu à l'époque. Moi, j'ai dit, évidemment, voilà ce qui intéresse les gens. C'est les gens qui seront demain aux responsabilités. Quel est leur niveau de culture en mathématiques, en français, en histoire? Quand vous regardez aujourd'hui le débat sur le livre unique
et sur le module de la page 59 à 61 sur la culture pornographique qu'on livre maintenant à nos enfants, ça ne fait que renforcer le sentiment que vraiment l'éducation au Cameroun est par terre. C'est la raison pour laquelle Maurice Kamto croit fermement que le capital humain, l'éducation en particulier, avec sa jeunesse, c'est la richesse des nations. Et le Cameroun ne peut pas offrir comme seul avenir aux enfants l'exil, le benskin, les callbox. Non. C'est pour ça qu'on a mis en place un véritable programme de modernisation de l'école. Je pense qu'aujourd'hui, l'école n'est plus arrimée aux défis du monde actuel. Hein? L'école, le système éducatif camerounais est complètement obsolète. Elle devrait être arrimée aux entreprises. On devrait avoir, par exemple, dans les écoles primaires, et même d'ailleurs maternelles, des salles d'informatique. On devrait avoir dans les collèges et lycées... Il y en a, Non, pas dans toutes les écoles et lycées. Pas du tout. Dans quelques écoles publiques, je dis bien, je pèse mes mots, je crois que les gens nous écoutent, dans de rares écoles publiques, il y a des salles d'informatique. Et je vous rassure qu'on paye l'APE pour parfois des classes où il n'y a pas d'ordinateur. Ça, c'est des réalités. Donc, voilà dans quel système est plongée l'éducation au Cameroun. Et quand vous allez dans le septentrion, il y a des écoles sous l'arbre, carrément, qu'on appelle écoles publiques. Vous avez des huttes qui servent d'école et qui sont appelées écoles publiques du Cameroun. Donc, c'est vraiment incroyable dans ce pays. Et je vois encore un parti comme le RDPC et son candidat qui nous servent du réchauffé, un livre soi-disant programme qui est vieux de 30 ans et qu'on se permet de livrer au Cameroun comme un programme politique. Mais c'est quand même fort de café. Donc, je pense que, évidemment, puisque c'est un livre-programme, mais c'est un livre-programme, vous l'avez précisé. Dans un programme, ça veut dire que ça rime à l'actualité, ça rime au changement du monde. Un livre qui est vieux, permettez, je ne vous ai pas interrompu, un livre qui est vieux de 30 ans ne peut évidemment pas prendre en compte le bouleversement industriel, économique et culturel du monde aujourd'hui. Ça n'a pas de sens d'offrir aux Camerounais en guise de programme un réchauffé de 30 ans. Donc c'est une moquerie, c'est une insulte. Moi je dis que quand Kamto parle de la modernisation, il parle de remettre en place le système scolaire camerounais qui était leader tout au moins en Afrique centrale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et je le regrette. Marcel, sur justement cette éducation nationale au Cameroun, vous avez le sentiment, comme l'a indiqué tout à l'heure Célestin Djamène, qu'il faut s'en inquiéter ou alors il y a quand même des avancées qui méritent d'être relevées? Parler des avancées, c'est se positionner en se disant je pars d'un point pour un autre point. Je pense que si on fait l'état des lieux aujourd'hui de notre éducation nationale, qui dans sa définition est l'ensemble des services qui sont censés prendre en compte le développement humain des Camerounais, nous pouvons nous rendre compte que cette éducation n'a pas vraiment rempli des missions qui sont les siennes. Vous savez, c'est très facile et c'est très flatteur d'écouter quelqu'un vous dire nous avons 36 000 écoles, nous avons tel nombre de lycées, nous avons tel nombre d'universités, mais des lycées, des écoles, de quelle qualité? Quel est le confort qui est réservé aux apprenants dans ces écoles? Quel est le taux des effectifs contenus dans ces écoles? Je ne vais pas venir ici apprendre mon frère, mon grand frère, mais ton collègue. Mon collègue, que pendant longtemps on a vu des images où des élèves des écoles publiques étaient 200 dans une salle de classe, certains étaient à même le sol, et c'est au Cameroun, à Douala. Donc, c'est vraiment être, je dirais, malhonnête de dire que cette éducation va pour le bien, va pour le mieux. Je pense que si nous sommes sérieux, si nous sommes des parents, si nous sommes des Camerounais qui ont l'ambition de déblayer le terrain pour les progénitures qui vont venir après nous, il est question de remettre en cause ce système éducatif. Pourquoi? Déjà, il a démontré ses failles. Je vais vous dire que dans les travaux de 98, c'est-à-dire le 14 avril 98, il y a eu des résolutions telles que on devrait mettre l'humain, l'apprenant, au cœur de l'éducation. Ceci, comment le faire? En lui permettant de s'imprégner
de sa culture. L'éducation devait intégrer la formation socio-culturelle de l'individu qui reçoit cette éducation. Vous avez le sentiment que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous observez les manifestations des crises que nous avons au Cameroun, vous vous rendez compte que de 1998 en 2018, il s'est passé du temps. Si même les travaux de 1998 avaient été pris en compte et avaient été effectifs, aujourd'hui, on aurait eu des Camerounais patriotes, des Camerounais qui seraient en train de savoir, de connaître, d'avoir une identité et de pouvoir défendre leur identité. Nous, au niveau de la plateforme que le bâtonnier, le maître Mouna a initiée, nous avons pour ambition de ramener le Camerounais, l'enfant camerounais, au centre du débat. C'est-à-dire que former des Camerounais qui, d'abord, vont être fiers de leur nation, qui vont apprendre leur histoire, leur identité, leur culture, et qu'ils vont être dans un programme qui ne sera pas un programme de façade. Non. Il est important de dire ici que si l'éducation nationale au Cameroun a échoué, cela part aussi du fait que nous sommes dans un État où tout est centralisé. Parce que si on avait décentralisé les choses, vous allez vous rendre compte que lorsque vous prenez ce que je vais appeler la communauté éducative, vous prenez ces démembrements, lesquels comprennent la communauté éducative. Vous avez l'administration, vous avez les enseignants, vous avez les apprenants, vous avez les collectivités territoriales et décentralisées. Donc, est-ce que ces personnes, tous ces démembrements qui rentrent dans la communauté éducative ont été pris en compte pour pouvoir développer des programmes qui font à ce que l'enfant qui se retrouve ici à Bali, qu'il soit Bamileke, qu'il soit Bassa, puisse recevoir une éducation qui lui permet de rentrer en cohésion, de rentrer en harmonie avec l'environnement dans lequel il se trouve. Non. Voilà donc l'un des vastes chantiers que nous, au niveau de la coalition de M. Mouna, nous avons. Nous pensons que dire qu'il y a 1000, 3000 écoles et qu'on voit des enfants partir de Bali ici, où nous sommes. Parce que ici à Bali, il y a l'école publique qui est très loin derrière. Partir d'ici pour là-bas, vous avez au moins, vous avez au moins 4 km. Vous pensez que aujourd'hui, avec toutes les difficultés que nous avons, avec l'insécurité que nous avons, que nous constatons, il est facile de choisir un enfant à 4 km. D'ailleurs, on peut constater que cela a apporté, nous a amené des nouveaux métiers dans l'éducation, le transport qui est très mal opéré. Donc, il est question pour nous de pouvoir mener une politique qui va faire ce qui rapproche des écoles, des enseignements des populations. Cela. Je voudrais qu'on élargisse un peu le champ de réflexion et cette fois-ci, permettez que l'on prenne un des spécialistes, tout comme vous d'ailleurs, autour de ce plateau, de ces questions éducatives. On va tenter d'avoir depuis Yaoundé le professeur Hubert Mounongo Njana au téléphone, qui devrait réagir donc sur cette question liée à l'éducation nationale et la problématique finalement de la question de l'harmonisation des deux sous-systèmes francophones et anglo-saxons. Professeur, bonsoir. Oui, je vous écoute. Professeur Hubert Mounongo, bonsoir. Bonsoir. J'espère qu'on l'aura très rapidement, mais on va peut-être poursuivre cette phase d'échange en attendant d'être connecté avec Yaoundé. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Difficile de l'avoir. Luther Meka, j'aimerais finalement qu'on reste sur cette question parce que la quantité ne vaut pas forcément la qualité, a semblé dire vos contradicteurs. Est-ce qu'au niveau des modules de formation, on a mis un accent sur la qualité? Disons que moi, les téléspectateurs vont constater qu'il s'agit là de la phraséologie et des détails et leur argumentaire est tout simplement anecdotique.
Parce que, comme vous pouvez le constater, moi je continue à le dire, le RDPC, à travers son président Paul Biya, a mis sur pied des infrastructures qui permettent en sorte que l'éducation soit en marche au Cameroun. D'accord. Et sur le plan supérieur, ils ne peuvent pas nier que nous sommes quittés d'une université fédérale à 8 universités d'État. Et dans les 8 universités d'État, il y a près de 30 établissements privés. Pour dire quoi? Pour dire que l'État a démocratisé l'enseignement et a amené les partenaires privés pour pouvoir, n'est-ce pas, booster ce secteur de l'éducation. On va revenir, je voudrais rapidement, j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne, qu'on puisse avoir le professeur Hubert Mulondiana au téléphone pour réagir sur cette question épineuse et centrale finalement des différents programmes émanant des candidats à cette élection présidentielle de 2018. Professeur Hubert Mulondiana, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes le professeur Hubert Mulondiana, enseignant d'université. Vous êtes également philosophe. Professeur, j'aimerais qu'on réagisse rapidement, que vous réagissiez rapidement sur l'éducation nationale au Cameroun. D'ailleurs, quel est le regard que vous jetez sur cette éducation nationale dans notre pays aujourd'hui? Bon, l'éducation nationale, elle est comme dans tous les autres pays anciennement colonisés. C'est-à-dire, elle reflète un tout petit peu l'éducation pratiquée par nos colonisateurs, qui furent nos maîtres et qui nous imprimèrent leurs valeurs. Bon, nous nous efforçons, étant devenus des pays indépendants, de reconstruire un profil éducatif endogène propre à nos valeurs africaines. Donc, il y a cette connexion entre les principes éducatifs traditionnels et les formes éducatives nouvelles branchées sur les nouvelles technologies. Donc, il y a quelque chose d'hybride dans notre éducation. Nous ne devons pas perdre les acquis de la mondialisation. Nous ne devons pas aussi envoyer promener nos traditions à nous. Donc, nous sommes là face à ce système hybride auquel nous devons nous adapter et trouver une voie originale. Professeur, oui. Ce système hybride permet-il au Cameroun d'atteindre des objectifs en termes d'émergence d'une élite? Allô? Allô, professeur? Oui. Est-ce que ce système que vous aviez qualifié d'hybride peut permettre aujourd'hui au Cameroun d'être véritablement un pays émergent en termes justement de qualité de formation pour ce qui est de l'élite? Je crois que c'est un système d'émulation parce qu'il faut à tout prix s'en sortir pour émerger. Et émerger, ça veut dire sortir de l'eau et commencer à montrer la tête au-dessus de la surface aqueuse. Nous étions immergés dans l'aliénation et nous devons émerger, commencer à sortir la tête de l'eau. Nous sommes obligés de réussir pour trouver un modèle qui nous appartienne à nous. Professeur Hubert Mulondiana, dernière question. Que pensez-vous, professeur, de la question de l'harmonisation des deux sous-systèmes francophones et anglophones? À votre avis, qu'est-ce qui coince? Bon, pour le système, les deux sous-systèmes, il n'y a que dans le pays, un sous-système est majoritaire en relation avec les populations qui le pratiquent, et l'autre est minoritaire. Ça, c'est une donnée. Et un système minoritaire ne peut que pâtir un tout petit peu de la suprématie de la majorité. Ça, c'est une donnée, c'est un fait, ce que les Anglais appellent des data. Mais à partir de cette situation qu'on doit reconnaître comme effective, il faut chercher maintenant
à imprimer un tour égalitaire aux deux systèmes, en faisant en sorte que les deux sous-systèmes cessent d'exister en tant que tels. Autrement dit, il n'y aurait pas d'élèves francophones et d'élèves anglophones, parce que les apprenants auront fait les études dans les deux langues. Et il faut donc qu'on insiste beaucoup sur la scolarisation dans les deux langues. De sorte qu'à l'examen final, les examens soient posés dans les deux langues. Les questions soient posées dans les deux langues. Et que les élèves puissent y répondre librement, sans avoir un examen pour francophone, un autre examen pour anglophone. Cela peut se faire si on commence à rendre réellement obligatoire et égalitaire l'enseignement de deux langues. Il ne faut pas jouer avec ça. Donc, merci, professeur Hubert Mounoundiana. On a réussi à construire un système. Merci, professeur Hubert Mounoundiana. Différentes. Merci, merci, professeur. Dès les bas âges, et que ça commence sérieusement. Quand l'enfant va à la maternelle, il doit trouver 2 maîtres là-bas. Si les maîtres eux-mêmes ne sont pas déjà bilingues, il doit trouver des 2 systèmes. L'idéal étant qu'un seul maître parle anglais à la fois et le français. On bâtit donc un profil de bilingue. Ça ne va pas se faire en 24 heures. Ça prendra peut-être une génération. Mais on ne peut pas éviter cela. Merci, professeur Hubert Mounoundiana. En attendant, il faut travailler au niveau des... Comment dirais-je? Au niveau des coefficients. Merci, professeur. Merci, professeur Hubert Mounoundiana. Je rappelle que vous êtes professeur des universités. Vous êtes également un philosophe, auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'avoir accepté de réagir en direct depuis Yaoundé dans le cadre de cette émission Étoudi sur les antennes de la télévision du monde. L'UTER-MECA, le professeur Hubert Mounoundiana insiste sur la question de cette biculturalité dans les cours qui sont dispensés. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que véritablement les réformes nous amènent à tendre vers cette exigence-là? D'abord, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt sur ce qu'il a appelé l'enseignement hybride. C'est une vieille problématique et je crois que c'est une problématique africaniste qu'il voudrait qu'on s'appuie sur le socle culturel. Et lorsqu'on parle du socle culturel, je peux prendre 2 éléments, la langue et l'habillement. C'est-à-dire qu'il faudrait que les enseignements soient prodigués dans nos langues. Et cela va permettre à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une sorte de vente de notre culture, une maîtrise de notre culture. Je prends un autre élément où l'habillement, il faudrait que, n'est-ce pas, au niveau de l'habillement, sur le plan du textile, qu'on puisse développer, n'est-ce pas, un art, une technologie de notre habillement. Mais cela ne se fait pas en un seul jour. Et lui-même, il a signifié qu'on ne peut pas être en autarcie, il faut s'ouvrir au monde. Par rapport au biculturalisme, je crois qu'il n'a pas pu le dire. Il y a un véritable problème parce que l'État a voulu harmoniser le système anglophone et le système francophone. Cela fait partie, n'est-ce pas, des résistances, n'est-ce pas, de la partie anglophone. Parce qu'il y a certains qui ont pensé que sur le plan francophone, dans les examens, il y a plusieurs matières qui sont faites et sur le plan anglophone, il y a une spécialisation et on fait 5 matières. On a voulu harmoniser ce qui a créé des résistances. Mais ce qui est fait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des diplômes bilingues. Il y a des diplômes bilingues et il y a des lycées bilingues qui se côtoient. Ce n'est pas qu'il y a des lycées anglo-saxons. C'est-à-dire que vous avez une section anglophone et une section francophone et il y a des établissements anglo-saxons. Donc, moi, je pense que cette culture cohabite exactement. Mais c'est vrai que le prof l'a dit qu'il faudrait, n'est-ce pas, revenir en aval, au primaire, pour qu'il puisse y avoir, n'est-ce pas, un maître anglophone et un maître francophone, à la limite que le maître soit pratiquement bilingue et que les 2 cultures se côtoient. Je crois que c'est une proposition intéressante. Mais cela ne se fait pas en un seul jour et nous pouvons déjà admettre que ce qui est fait sur le plan, n'est-ce pas, des lycées bilingues est assez notoire et que les Camerounais vont déjà à l'école du bilinguisme et sont tout à fait bilingues puisqu'il y a plusieurs établissements anglo-saxons
qui prolifèrent au Cameroun. Célestin Diamène, je voudrais finalement qu'on questionne également les résultats obtenus jusqu'ici. Faut-il se satisfaire de ce système-là ou faut-il s'en inquiéter? Quels sont les résultats obtenus? Vous savez que, et je l'ai dit en début de cette émission, que nous avons un système éducatif complètement ankylosé. Nous sommes l'héritage, le fruit d'un héritage colonial, système scolaire colonial, et les dirigeants jusqu'à présent, Ahidjo faisait un effort pour essayer de rattraper un peu le retard des populations du septentrion, mais je crois que M. Biya, tout le monde peut le vérifier, est venu foutre l'école en l'air. Pourquoi? Parce que quand on voit d'abord le salaire des enseignants, il est assez révoltant quand même. On ne peut pas voir un enseignant dans le primaire, après peut-être 25 ans de bons et loyaux services, qui en est encore à 45 000 francs. On l'a vu à Douala il n'y a pas si longtemps que ça. Quand vous voyez que les diplômes sont vendus carrément dans ce pays, je ne raconte pas des histoires, on achète des diplômes dans ce pays. C'est une vérité. Je prends le cas, pas seulement de l'ENA, mais même au niveau des examens officiels comme le bac ou le probatoire, on achète des diplômes dans ce pays. Et au-delà de ça, on voit très bien que vous avez beaucoup de filles et de garçons qui se forment à l'ENIAC, l'école des instituteurs d'enseignement général, qui sont au chômage. On a des instituteurs et des professeurs qui, après tant d'années de formation, n'ont pas de contrat, ne sont pas intégrés. Ils sont toujours vacataires. Ça pose un réel problème. Et dans ce cas-là, et je crois que tout à l'heure Marcel l'a rappelé, les conditions dans lesquelles les enfants étudient, ils sont parfois 150 par classe. Comment voulez-vous qu'un professeur puisse transmettre le savoir, qui est quand même la vocation de l'enseignant, c'est transmettre le savoir tel qu'il l'a reçu et le permettre aux enfants de l'assimiler? Il ne peut pas, puisque vous avez une classe de 100 personnes. Ben écoutez, vous ne nous assurez pas que l'enfant qui est au fond de la classe reçoit le message, reçoit l'enseignement. Donc c'est des problèmes de logistique qui empêchent une bonne et profonde éducation dans ce pays. Ça pose un problème. Maintenant, revenons un petit peu sur la valeur. Je dis et je redis que l'école au Cameroun a perdu sa valeur. On peut toujours épiloguer sur le fait qu'il y a beaucoup de lycées, beaucoup plus de collèges, etc. Je veux bien le concevoir. Mais pourquoi faire finalement? Parce que ces gens-là seront les futures élites de notre pays. Mais quel est le potentiel qu'ils ont reçu? Quelle est la transmission de savoir qu'ils ont reçu? Un savoir sans savoir-faire n'est pas un savoir, tout le monde le sait. Par conséquent, je considère qu'après 36 ans de règne, au niveau en tout cas de l'éducation, le système a complètement échoué. Et c'est pour ça que Maurice Kamto propose justement cette modernisation sur 3 piliers. Le premier pilier, central d'ailleurs, c'est l'éducation. Et ensuite, il y a la formation. Et après la formation, il y a la recherche et l'innovation. Quand vous prenez l'éducation nationale, il est vrai qu'aujourd'hui, il est urgent de réduire l'enseignement d'études littéraires, des sciences humaines. Pas qu'on a de la haine pour ce genre d'études, parce qu'il faut des juristes dans ce pays, c'est vrai, des littéraires quelque peu, mais en fonction de notre besoin de développement. Parce qu'on est un pays enfoncé dans le sous-développement. Il faut donc orienter les élèves, voire même les enfants de la maternelle jusqu'aux universités, vers des filières beaucoup plus scientifiques. Pourquoi? On a besoin de la prospérité. Mais pour prospérer, il faut de l'industrie. Et pour passer à l'industrie, il faut de la recherche. Parce que s'il n'y a pas de recherche, on ne peut rien inventer. On va consommer ce qui vient d'ailleurs. C'est ce qui se passe. Le Cameroun consomme jusqu'au cure-dent, qu'il n'arrive pas à produire. On a vendu récemment 38 000 hectares de terre, de terrain aux Chinois à l'est du pays. Ils produisent du riz pour nourrir les Chinois, alors que nous importons du riz. 182 000 tonnes en 2017. Est-ce que c'est normal? Donc moi j'ai dit que aujourd'hui, la barre n'a plus de capitaine, le pays n'est pas gouverné, et ça se ressent terriblement au niveau de l'éducation. Or, l'éducation est un secteur régalien de l'État, et quand la jeunesse ne peut plus se former, eh bien c'est le pays qui se meurt, et c'est le règne de la corruption, de la mafia, de ce que vous voulez, et c'est très dangereux. Marcel, faut-il se féliciter néanmoins d'avoir suffisamment d'écoles, d'établissements et de centres de formation? Je ne pense même pas que ce soit le cas. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que lorsque vous essayez de parcourir le pays, déjà dans les grandes villes, vous vous rendez compte très aisément que nous n'avons pas suffisamment d'écoles. D'ailleurs, si nous avons suffisamment, pourquoi est-ce que l'offre privée aujourd'hui se retrouve être, en termes de quantité d'écoles, être aux avant-postes? Cela est une preuve très palpable de ce que l'État sur ce point a foiré. Vous savez,
quand on parle d'éducation nationale, il faut éviter de croire qu'on ne parle que de l'éducation permanente. Non, l'éducation nationale, l'éducation permanente, certes, c'est là où on va articuler, là où on va orienter toutes les politiques, tous les projets, mais il y a d'autres formes d'éducation qui rentrent dans l'éducation nationale. Je parle ici par exemple de l'éducation physique, que M. Mekame dise en faisant le tour des lycées, des écoles publiques, s'il y a des infrastructures à même d'apporter une éducation physique aux jeunes Camerounais, je dirais non. Il est sûr que ce que je dis est vrai, c'est vérifiable. Que M. Mekame dise, si au Cameroun on pratique l'éducation assistée, nous avons des enfants, des infirmes, nous avons des aveugles, c'est-à-dire que des handicapés, où on les forme. Ce sont des Camerounais. Et tout ça doit rentrer dans le programme d'éducation nationale. Tout à l'heure, vous avez suivi, comme moi, le professeur Mouno Diana, qui parlait de l'éducation hybride qui est partie d'un système colonial. Mais si vous l'avez suivi comme moi, il parlait en termes de projet. Et lui, dans ses propos, il nous dit que voilà le cap que nous devons atteindre. Ça veut dire que c'est suffisant pour comprendre que jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint le cap. Je ne vais pas m'arrêter là. Mon frère et un collègue enseignant articule et insiste sur le nombre, sur les chiffres, sur les statistiques. Est-ce que ce n'est pas un indicateur à prendre quand même au sérieux? Vous, au niveau, par exemple, de la coalition Mouna, vous souhaitez une proximité des établissements. Ça veut dire qu'il faudrait multiplier ce type d'initiative. Non, moi, le problème ne se pose pas fondamentalement à ce niveau. Parce que, vous savez, quand on parle d'éducation, on parle de projet. Et quand on parle de projet avec des objectifs, nous, dans notre conception, dans la politique éducative que nous voulons développer, nous avons le projet, tout à l'heure je l'ai dit, on doit mettre la formation du Camerounais au centre du débat. Quel type de Camerounais aimerons-nous avoir d'ici 10, 20 ans? Voilà la question fondamentale. Et c'est en partant de cette question qu'on va concevoir un système éducatif qui va, justement, je suis d'accord à ce qu'on puisse avoir un système éducatif qui est défini depuis la base, c'est-à-dire que de manière centrale, mais qui doit s'arrimer aux différentes réalités territoriales. La langue, par exemple, il a si bien dit, qui est un vecteur de communication très fort, on doit mettre nos langues nationales au cœur de notre système éducatif. Quand j'ai fini de dire ça, je vais continuer en disant, nous ne pouvons pas continuer à avoir des projets d'éducation sans toutefois avoir des objectifs bien définis qui vont nous donner le cap où nous voulons arriver. Quel type de Camerounais voulons-nous avoir? Est-ce que nous voulons continuer à avoir des Camerounais qui ne supportent plus de rester dans leur pays, qui n'ont plus l'amour du pays, qui préfèrent aller braver les mers comme on le voit? Est-ce que nous voulons avoir des Camerounais qui, après la classe de 3e, abandonnent des études? Est-ce que nous voulons avoir des Camerounais qui, mon grand frère, c'est très bien dit, après des études de licence, je sais pas en quoi, se retrouvent bersikineux? Parce qu'il faut intégrer que, quand bien même on aura fixé le cap, on aura défini les politiques et les modules qu'on va mettre dans le système éducatif, nous devons aussi les concevoir en fonction des débouchés. On forme un Camerounais par rapport à quoi? C'est quoi le besoin? Nous, donc, au niveau de la coalition que dirige Maître Akirou Mouna, nous avons pensé que on va mettre sur pied des politiques, un système éducatif qui va intégrer toutes les composantes, qui va intégrer tous les besoins des Camerounais pour qu'au sorti, ce ne reste que d'un mandat, on puisse de manière très effective dire ok, nous avons fait du chemin. Mais pour l'heure, avec ce système actuel, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Je vais interpeller, si vous permettez, je vais interpeller mon grand frère. J'aime bien l'appeler mon grand frère, c'est un aîné à moi, Meka. Qu'il me dise un peu comment il arrive à se contenter d'un système éducatif où la tricherie est ambiante et se fait de manière notoire.
Luther Meka, vous allez peut-être répondre à cette question de Marcel, mais je voudrais peut-être qu'on avance dans ce débat ce soir. Et on parle de ce système hybride. Hubert Monondiana, le professeur, nous en parlait. Quel est finalement, au niveau de votre formation politique, le profil du Camerounais émergent qui mérite d'être formé dans un système comme celui-là? Et quel est, à votre avis, les pesanteurs à l'harmonisation des deux sous-systèmes? D'abord, je crois que les téléspectateurs vont faire la différence pour comprendre qu'ils ne sont pas très bien informés du système éducatif. Et j'interpelle quand même les partis politiques à entrer en profondeur pour qu'ils soient véritablement réactualisés. Je voudrais dire qu'il y a des formations qui sont faites dans les écoles, les lycées techniques. Je peux vous citer le génie civil, le génie électrique, la maçonnerie, la fabrication mécanique. Il y a plusieurs filières techniques et technologiques qui permettent aux enfants d'être opérationnels après le bac. Et je voudrais le dire ici, pour que les téléspectateurs le comprennent. Le ministre Ngale Bibeye a permis en sorte qu'il y ait une formation en alternance à partir de 4e année. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un enfant de 4e année fait un stage, s'il est en fabrication mécanique ou en construction mécanique, dans un garage, où il apprend à dépanner une voiture, où il apprend, n'est-ce pas, à insérer, n'est-ce pas, des pièces, ou, n'est-ce pas, un élève d'économie sociale et familiale fait un stage dans un hôtel où il apprend, n'est-ce pas, à préparer, à faire de l'hôtellerie. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous sommes dans cette perspective d'un élève qui est dans la pratique et qui sait faire un métier. Le président Paul Biya a mis sur pied ce qu'on appelle les technopoles scientifiques. Et j'aimerais qu'il soit informé et que les Camerounais soient informés qu'il y a de très grandes écoles qui forment de très grands ingénieurs. Je vais vous citer, d'abord les écoles classiques. L'École nationale supérieure des postes et télécommunications que vous connaissez très bien. L'École nationale supérieure des travaux publics que vous connaissez très bien. Dans le cadre, n'est-ce pas, du sport, que vous avez parlé du sport, vous êtes au courant, bien sûr, c'est une vieille école, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Mais il y a, n'est-ce pas, l'Académie nationale de football, toutes ces écoles qui sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Je vais donc vous dire que dans le littoral, pour accompagner, n'est-ce pas, les projets structurants, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, le chef de l'État, le président Paul Biya, a créé la faculté de génie industriel ici à Douala. Parce que nous sommes dans une ville économique, il faudrait, n'est-ce pas, que ces ingénieurs qui sortent chaque année accompagnent, n'est-ce pas, cette mouvance structurelle, cette mouvance, n'est-ce pas, des chantiers, les chantiers de l'émergence. Nous avons également en Ngaoundéré l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles, qui permettent aussi de former des ingénieurs avicoles, des ingénieurs pastoraux qui vont permettre, n'est-ce pas, d'accompagner le développement. Il y a la faculté des sciences agronomiques à Tchang, à Ebolova. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ces grandes écoles sont des écoles professionnelles qui accompagnent, n'est-ce pas, les jeunes, qui forment des Camerounais sur les métiers pratiques et leur permettent, n'est-ce pas, d'être utiles à la société. Parce que nous sommes en pleine reconstruction, nous sommes en chantier. Il y a près de 5000 ingénieurs polytechniques qui sortent chaque année pour pouvoir accompagner cette émergence. Donc, permettez-moi, ils sont en train de parler de la tricherie. Vous savez, eux, ils sont dans les anecdotes. Il fait son têtu, M. Meka. Ils parlent de la tricherie. J'aimerais les informer que les Camerounais sont les meilleurs formés, parmi les meilleurs formés en Afrique. Et je suis dans un média audiovisuel. Nos produits des journalistes camerounais pèsent dans la sous-région, sont des meilleurs médias. C'est une formation camerounaise. Et les produits des écoles camerounaises, quand ils vont en Europe, ils sont parmi les meilleurs. Donc, moi, je pense qu'ils font preuve de mauvaise foi. Ils ne sont pas, bon, c'est vrai aussi qu'ils ne sont pas informés. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a un projet véritablement efficace qu'il a commencé depuis son accession à la magistrature suprême en 1982 pour édifier la jeunesse camerounaise dans le sens de l'éducation. Et moi, je peux vous le dire et je l'assume, je crois que c'est le secteur où il a le plus donné parce qu'aujourd'hui les Camerounais sont des gens éclairés, les Camerounais ils ont une épaisseur
Même celui qui est Ben Sikiner vous fait une lecture géostratégique politique, il vous donne, n'est-ce pas, des éléments. Cela démontre effectivement le taux de 70% d'alphabétisation que j'ai donné pour démontrer que les Camerounais sont totalement bien formés. Et il n'y a pas de tricherie. Vous savez, la tricherie est une falsification de la réalité. Hein? Et quand quelqu'un falsifie la réalité, cela se répercute dans le responsable qui est en administration, qui est enseignant. Je vous mets au défi aujourd'hui de nous dire si les cadres dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques, au-delà, n'est-ce pas, de la mauvaise foi, de la malgouvernance, sont mal formés. Je crois qu'ils sont des hommes bien formés et cela se répercute dans les instances internationales où nous sommes très bien appréciés. Célestin, vous allez réagir, Marcel. Célestin Diamène va prendre la parole. Je rappelle à la réalisation de bien vouloir afficher le code d'accès pour les réactions des téléspectateurs ce soir. Célestin, on est quand même sorti de la formation diplômante et une formation véritablement spécialisée. Si on en croit Luther Meka, il y a aujourd'hui des écoles de métiers qui permettent de préparer les Camerounais au défi de la mondialisation. Je voudrais même ajouter l'école des génies chimiques et des industries minérales. Je crois que Luther Meka est dans son exercice favori. Il confond dénigrement et démonstration. Pour convaincre, on n'a pas besoin de dénigrer, c'est contradicteur. Je crois que tout cet égrenage d'écoles, beaucoup le sont d'ailleurs sur le papier, il y a beaucoup d'universités sur le papier au Cameroun. Non. Et ce sont des universités qui existent. On ne peut pas imaginer un pays où il y a autant d'universités d'ingénieurs, d'écoles d'ingénieurs, d'universités, et où pour créer un centre d'adduction d'eau, on va nouer un contrat avec les Chinois. Quand même assez incroyable. Pour construire, par exemple... Il n'est plus dans le sujet. Permettez-moi. Vous allez comprendre mon argumentation. Calmez-vous. Si vous ne vous calmez pas, vous n'allez rien comprendre du tout. Apprenez à écouter. Donc, je dis qu'un pays qui forme autant, si je m'en tiens à ce qu'il raconte, d'ingénieurs d'école, on ne peut donc pas s'imaginer que ce même pays fasse recours à d'autres nations pour venir construire des centres d'adduction d'eau. Ça n'a pas de sens. On a vu par exemple le deuxième pont sur le Vouri. Ce ne sont pas les Camerounais ingénieurs normalement qui devraient le faire, mais qui l'ont construit, ce sont plutôt les Français et les Chinois. Et où sont passés nos soi-disant ingénieurs. Les jeunes ingénieurs. Oui, mais attendez, le marché. Les Chinois, je te le rappelle quand même, viennent avec leurs ouvriers, ils importent la main-d'œuvre chinoise. Très peu de Camerounais. Oui, mais ce que tu refuses de dire, c'est qu'il y a une main-d'œuvre camerounaise. Non, pas du tout. Les trois quarts de la main-d'œuvre, ça c'est démontré partout, en tout cas pour les Chinois. En tout cas, les Camerounais ils viennent avec leur main, et partout, c'est comme ça les Chinois fonctionnent. Il y a une loi qui stipule que lorsque vous investissez au Cameroun, vous devez intégrer la main-d'œuvre camerounaise. Je te trouve quand même très courageux, après 36 ans de chaos dans tous les domaines. Tu es quand même assez courageux pour venir dire à la télévision que ça marchait. Non, soyons un peu sérieux. Ça marche. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus, par exemple, de médecins camerounais à Paris et à Bordeaux qu'au Cameroun. C'est incroyable. Mais pourquoi cette absorption à vouloir toujours s'exiler, si ce n'est parce que rien ne marche au pays? Alors, nos écoles forment des ingénieurs, forment des scientifiques de toutes sortes, mais ils sont toujours amenés, soi-disant, à aller se perfectionner à l'extérieur. Donc, il n'y a pas d'école d'excellence au Cameroun. C'est pour ça que nous avons créé un système, nous proposons aux Camerounais un système de recherche et innovation. Pourquoi? Parce que vous sortez, par exemple, d'une grande université. Vous avez comment dirais-je, vous avez un diplôme, par exemple. Je prends le cas de la formation universitaire. Vous avez un diplôme de licence ou de master. Vous avez pris le chemin du droit ou des sciences économiques. Vous vous rendez compte que par mauvaise orientation, vous êtes trompé de chemin. Et maintenant, vous êtes bloqué. Il faut donc une passerelle, par exemple, pour trouver une formation dans un domaine qui donne du travail. Je pense par exemple à l'informatique. Donc nous allons proposer aux Camerounais de créer une passerelle pour ceux qui ont loupé leur couloir, de bifurquer par exemple vers des secteurs qui sont plus porteurs de marché de travail. Ensuite, je pense qu'il faut, dès la classe de seconde, d'ailleurs c'est ce que dit le professeur Camteau, essayer d'arrimer les élèves, n'est-ce pas, au monde de l'entreprise. Il faut qu'ils fréquentent l'entreprise dès la fin du second cycle du secondaire. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on se rend bien compte dans la plupart des lycées, il n'y a même pas de laboratoire technologique et professionnel. Et pourtant, les cours théoriques qui sont dispensés portent justement sur le domaine scientifique. Or, il n'y a pas d'outils qui soient mis à leur disposition pour qu'ils prennent toute la mesure de ce qu'ils ont à faire demain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un chômage des jeunes. Un chômage, permettez. Qu'il y a une formation en alternance.
Il n'y en a et pas, que les mais élèves regardez. se retrouvent dans Mais les attendez, garages, dans les monsieur salons de Meka, coiffure pour être évalués dans la pratique. Monsieur Meka, parler en regardons arabe. la société. J'ai pas besoin de tes cours, puisqu'on voit la société camerounaise. Regardons la société camerounaise. Chez les jeunes, combien de taux de chômage? Environ 50% chez les jeunes. Ils sont partout sur les motos. Ils sont diplômés, mais ne peuvent pas travailler. Donc, où sont tous ces diplômés-là? Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Donc, je suis en train de dire que le système éducatif au Cameroun a totalement échoué. Allez interroger les jeunes dans la rue, ces diplômés-là. Mais ils vous diront ce qu'ils diront, ce que nous voyons tous les jours. C'est-à-dire que malgré le diplôme, il n'y a pas d'arrêt. Non, je ne confonds rien, c'est la société camerounaise. La problématique. Sors un peu de la théorie, monsieur Meka. Sors de la théorie, sors de la théorie. Tu es en train de vous parler du chômage. Regardons la société camerounaise. Parce que l'éducation a échoué. On devrait arrimer l'éducation. L'éducation est arrimée à l'entreprise avec la professionnalisation des enseignements, avec les grands technicaux d'établissement qui sont faits au Cameroun. Le cas de l'ENIEC, par exemple. Les élèves instituteurs, quand ils sortent avec un diplôme, la plupart du temps, ils ne trouvent pas de travail. Il n'y a pas de travail. Et pourtant, ils ont été formés. Ils ont passé 3, 4, parfois 5 ans. Mais à la sortie, il n'y a pas de travail. Ils sont au chômage. Comment ça se fait-il? Donc, il n'y a pas d'harmonisation entre l'école et la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc, il faut changer tout cela. Il faut rénover, il faut moderniser l'école au Cameroun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, nous proposons qu'il y ait, par exemple, des contrats de performance. On va créer, par exemple, des laboratoires d'excellence, aussi bien dans les communes, les régions qu'au niveau départemental. Les communes pourraient, pendant 5-10 ans, essayer de gérer ces écoles-là. L'État pourra mettre en place un contrat de concession. Si au bout de 5-10 ans, un élève ou un étudiant sort avec un projet d'invention d'un outil, eh bien, l'État va financer cela. L'État le finance. Donc, il faut donc arrimer les formations à la réalité du monde d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi sinon trouve-t-on autant de chômeurs s'ils sont si bien formés? C'est la réalité aujourd'hui au Cameroun. Monsieur Ndjamena, vous refusez de m'écouter. Marcel, vous allez réagir peut-être au propos de ce fait de la politique politicienne. Vous avez semblé brûler d'impatience pour réagir sur les propos de Luther Meka. Oui, parce que vraiment, soyons un peu sérieux. Je sais que M. Meka, c'est quelqu'un qui manie très bien la langue française et qui a l'art de la jonglerie, mais je voudrais lui poser des questions. Comme tout à l'heure, il ne répondrait pas certainement. Il est certainement père de famille comme moi. M. Meka, vos enfants, ils sont scolarisés dans quelles écoles? Les écoles publiques? Et faites attention parce que j'ai la peine de vérifier. Moi, je réponds vous ne pouvez pas répondre parce que vous savez que vos enfants sont scolarisés dans des écoles privées. Pourquoi? Parce que... C'est vous qui le dites. Je ne suis pas venu parler de moi ici. C'est un choix qui peut se comprendre. Non. Moi, je ne suis pas venu parler de moi ici. Vous allez dans tous les sens. Nous sommes sur le système éducatif. Monsieur Meka, on ne peut pas défendre de bec et ongle un système éducatif en disant qu'il est bien alors qu'on ne le consomme pas. C'est la preuve que ce système est un système foireux, qu'il est mauvais. Et c'est pour ça que nous devons sincèrement, si nous sommes tous Camerounais et si nous pensons que ce pays nous appartient tous et que demain nous allons le léguer à nos enfants, nous devons nous mettre ensemble pour être juste, pour être vrai et pour définir des politiques d'éducation qui vont faire à ce que nous ayons des Camerounais à même d'hériter de ce pays. Je vais vous dire, tout à l'heure, Célestin était en train de parler des débouchés, quand il parlait de l'emploi. Mais moi, je ne veux pas arriver là-bas parce que ça risque de nous égarer, ça risque de nous amener à perdre même le sujet. Restons dans la refonte de l'éducation. J'ai dit, il faut qu'elle le dise, c'est là le vrai problème. Et je me répète encore, pour y arriver, la première des choses, c'est se poser la question, quel type de Camerounais voudrons-nous avoir? C'est ça la problématique. Et c'est à partir de là que nous allons voir les défaillances du système actuel et nous allons essayer de le mesurer. Vous avez le sentiment qu'au niveau du pouvoir en place, ce n'est pas la question qu'on se pose aujourd'hui? Alors, le pouvoir en place, il est là depuis combien de temps? Si mes souvenirs sont exacts, depuis 36 ans. Moi, quand j'ai la quarantaine déjà dépassée, quand je suis né dans ce pays, je crois qu'il y avait quand même un minimum de moralité.
Parce que tout ça fait partie de l'éducation. Quand vous regardez aujourd'hui toutes les déviances que nous rencontrons, quand vous regardez aujourd'hui toute la débauche que nous vivons, qui sont à l'œil nu, mais c'est quoi? C'est la conséquence d'un système éducatif qui a foiré. Luther Meka, peut-être une digression, mais une information également. Est-ce qu'on a l'impression que les dérives constatées dans les établissements aujourd'hui sont la conséquence? Quelle dérive? L'anorexie scolaire, par exemple, le fait qu'on ait beaucoup de jeunes qui fréquentent davantage les tentes de Bacchus, entre autres, quelques résultats également dans les différents examens qui sont organisés, amènent quelquefois des débats sur la note retenue pour ces examens-là. Il y a des indicateurs comme cela, ce sont des épiphénomènes, ou alors on doit prendre ça au sérieux et se dire que dans le système actuel, il y a des choses qui mériteraient d'être accélérées. Pour vous dire la vérité, quand je venais, je me suis dit que ce serait un débat sérieux. Et je voudrais faire un débat sérieux parce que je suis fatigué des commentaires. Je suis fatigué des commentaires. Moi, je suis un éducateur formé pour cela. C'est quoi l'éducation? C'est la transmission des connaissances de génération en génération pour un but. Pour quel but? L'épanouissement personnel et aussi l'insertion dans la société. Alors, le premier but de l'épanouissement personnel, c'est le fait d'avoir des connaissances qui vous permettent de vous arrimer à votre environnement. Et pour cela, je crois que le chef de l'État, de tout ce qu'il a fait, il n'a fait que cela, édifier les Camerounais, construire les écoles, construire les pôles technologiques pour permettre à ce que le Camerounais soit bien formé. Je voudrais vous relancer, Luther Meka. Est-ce que les agents de transmission aujourd'hui, qui sont les enseignants, sont logés à la bonne enseigne en termes de traitement? Est-ce que cela ne peut pas avoir un impact sur le but recherché par les réformes, par exemple, qu'a engagé votre gouvernement? Ce que moi je peux vous dire, c'est que tous les Camerounais en pâtissent des crises économiques, des PPTE. Nous sommes en train de nous relever et je crois que le président Paul Biya a déjà fait 2 hausses de salaire qui permettent au minimum aux Camerounais de vivre dans le minimum vital. Parce qu'il faut le dire aussi, il nous avait demandé de retoucher des manches, de travailler dur, parce que nous avons passé des moments de récession assez difficiles. Donc, moi, je suis venu pas pour les commentaires, mais pour faire un débat sérieux. Qu'est-ce que tu appelles commentaire? Et ce débat sérieux, c'est... Non, M. Meka est dans la dérive. Non, je ne suis pas dans la dérive. Je pensais que M. Meka venait ici pour, avec sa posture de professeur enseignant. Je me rends compte qu'il fait de la basse politique politicienne. Aujourd'hui, il n'y a rien de marche, mais il trouve quand même le culot de dire que ça marche. C'est quand même assez incroyable. Parce que les Camerounais regardons la société camerounaise. Qu'est-ce qui fonctionne dans l'éducation nationale? S'il y a un secteur qui a bien fonctionné dans le système du président Paul Biya, c'est le système éducatif, parce que les Camerounais sont formés en moins de coûts. Oui, c'est vrai ça. Oui, mais laissez-moi vous édifier. Non, monsieur Meka. Laissez-moi vous édifier. Avec les slogans. Laissez-moi vous édifier. On nous a Il n'y a dit qu'au éducation Cameroun pour où tous. on peut se Monsieur former Meka, si vous prenez le à taux 150 francs et avoir une licence en 3 ans. L'école primaire. Je voulais dire un mot avec votre permission, monsieur Sanjo. L'école primaire est gratuite. Donc, moi, je ne voudrais pas avoir affaire aux gens qui vendent le rêve, qui sont des marchands d'illusions. Il y a une vision de l'école qui est faite. Aujourd'hui, nous sommes dans le numérique et le chef de l'État est en train d'offrir 500 000 ordinateurs à chaque étudiant. Il y a 2 campus numériques, un campus numérique à Gangolo, un campus numérique à Douala. Il y a des incubateurs d'entreprises. Laissez-moi développer. Parce que vous n'êtes pas informés. Laissez-moi informer les Camerounais. Tout à l'heure, je vous ai posé une question qui est toute simple. Est-ce que vous n'allez pas, Marcel, vous êtes venu ici pour parler de votre programme éducatif. Marcel, juste pour vous recadrer très rapidement, Marcel, je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a un modérateur. Vous n'allez pas jouer le rôle du modérateur en direct. Je suis là pour poser les questions, sauf si vous voulez qu'on inverse les rôles. Je suis venu vous parler du système Célestin, et justement, c'est la thématique qui nous retient ici. Alors, Célestin, on parle justement... nantis dans des bonnes écoles qui forment des Camerounais bien Luther, formés. Luther, permettons justement à Célestin Diamène de réagir, parce que c'est justement ça l'autre question, celle de savoir si on avance de manière progressive vers cette formation de spécialité. On avance à reculons, parce qu'en vérité, c'est bien beau de décrire
toutes les formations qui existent sur le papier, de décrire les écoles d'ingénieurs. Ce n'est pas sur le papier, ça existe. Mais en réalité, nous vivons au Cameroun. Nous voyons les plaintes des syndicats. L'École nationale des sciences. Permettez, M. Meka, on voit bien, on écoute quand même des gens assez autorisés comme des gens des syndicats d'enseignants qui se plaignent pas seulement des salaires, ce qui est déjà assez incroyable, mais aussi de la formation, mais aussi de la condition de travail, mais aussi de la formation des formateurs. C'est une catastrophe. Alors, un pays qui est sous-développé comme le nôtre, un pays pauvre, très endetté, PPTE, devrait quand même avoir à l'esprit d'arrimer l'école à ses besoins économiques, industriels. Bon, c'est quand même une chose extraordinaire. Alors, c'est pour ça que je dis et je redis que l'école, l'éducation nationale, Yves Sanjo, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est totalement obsolète. Donc, il faut la moderniser, il faut la revoir de fond en comble, ce qui n'est pas le cas. Récitez-nous les écoles que vous voulez, les milliers d'ingénieurs, mais où sont-ils? Les abductions d'eau, c'est les Chinois qui viennent nous les mettre. Les ponts, ce n'est pas les Camerounais qui les construisent. Les moteurs de voitures, ce n'est pas les Camerounais. Donc, il faut mettre en place de la recherche. Parce que quand un pays veut prospérer, il faut de la recherche. Pour inventer des prototypes, il faut des gens formés. Il faut. Ce n'est pas une question d'information. Mais arrêtez. Hein? Mais sur le plan, attendez. Vous prenez des cas individuels, des génies, il y a des tonnes de génies au Cameroun, mais qui ne sont pas encadrés. Alors, moi je pense que ce qu'a proposé le professeur Kamto sur la recherche et l'innovation a créé des laboratoires de recherche au niveau des régions, par exemple. Je pense qu'il y a des régions, par exemple, au Cameroun, qui ont des particularités. Je prends le cas de l'Est, par exemple, où il y a des mines d'or, de diamants, tout ce que vous voulez. Alors, il y a des régions pastorales, agro-pastorales. Dans les régions, par exemple, il y a des mines. On pourrait faciliter l'étude, créer des centres de recherche, où on pourrait davantage étudier, n'est-ce pas, étudier des sciences sur les mines. Donc, pourquoi ça puisse porter? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des étrangers qui vont extraire nos matières premières. Non, attends, monsieur, ne m'interromps pas. La réalité au Cameroun, sors un peu de tes livres, regarde la réalité camerounaise. Tu refuses qu'aujourd'hui il y a des Chinois qui exploitent des mines au Cameroun, qui les exportent? Tu le refuses? C'est des faits. Les Sud-Coréens sont dans les frais. Mais attendez, les Français extraient du pétrole. Je vais, si vous permettez. Où sont nos ingénieurs chimistes? Je vous relance très rapidement, Célestin Diamène. Je vais évacuer j'en ai reçu tellement. Je vais essayer d'évacuer quelques réactions des téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le plateau, monsieur Sandio. Dites à monsieur Diamène que monsieur Meka est dans les cordes de sa chapelle et qu'il devrait en faire autant au lieu de le déstabiliser. Ça va dans tous les sens sur ce plateau. Permettez-nous de suivre le débat. Je vais évacuer, j'en ai reçu quelques-uns. Bonsoir le plateau. Est-ce que les enseignants du privé sont formés dans un autre système éducatif que celui des enseignants du secteur public? Monsieur Meka, vous allez peut-être répondre à cette préoccupation du téléspectateur. Je voudrais évacuer d'autres SMS. Bonsoir à vous sur le plateau, je suis Célestin pour le domaine études, car les grandes écoles sont incompétents et mal équipés, sous-équipés, c'est ce qu'il indique. C'est Emma depuis Tian qui nous a écrit. Votre panel Meka, je crois qu'il... non, écoutez, il faut respecter les invités que nous avons d'ailleurs de la peine à convier autour de cette émission sur nos antennes. Bonsoir le plateau, messieurs Meka. Nous arrête que M. Meka nous arrête des faux discours RDPcistes. Le système éducatif est vieillissant. Nous jeunes avons besoin de changement. C'est Robinson, qui est ancien élève d'ailleurs de M. Meka, et puis voilà, qui a écrit ce message. Comment peut-on aussi, en tant qu'ingénieur dans notre pays, faire recours chaque fois qu'on veut réaliser une méga infrastructure et des petits travaux publics à l'extérieur? C'est Laurent qui nous a écrit depuis la STESIC. J'en reçois tellement, je vais de manière progressive essayer d'évacuer vos réactions. Vous chutez rapidement en disant que le cœur d'une nation qui est par terre et qui veut se relever, qui veut créer de la richesse, c'est d'abord la formation et la recherche. Sans recherche et sans formation, il n'y a pas d'industrialisation. Et sans industrialisation, il n'y a pas de richesse, le pays ne se relève pas. Alors,
créez des écoles autant que vous voudrez. Mais s'il n'y a pas le souci de mettre en harmonie l'école et l'entreprise, l'école et la formation, l'école et le travail, vous ne réussirez pas. En Allemagne, par exemple, en classe de 3e, les élèves ont l'obligation, en mi-temps, d'aller en entreprise. Tout au long de l'année, par exemple, bon, je prends le cas de l'Allemagne, je prends le cas d'autres pays qui sont moins importants que l'Allemagne. Mais c'est pour dire que la logique de la recherche, de l'innovation, me semble déterminante, parce qu'on a des besoins. Et les solutions viendront par les Camerounais eux-mêmes. Ça ne sert à rien d'aller se former à Strasbourg ou à Bordeaux, alors qu'avec les milliards que nous avons, avec les richesses naturelles que nous avons, on peut créer des écoles d'excellence au Cameroun avec un accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes étudiant en électromécanique. Vous voulez, après 3-4 ans, sortir un prototype, une invention. Mais qui vous accompagne? L'État doit être là pour vous accompagner. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont pleins au quartier que je connais. Des génies, mais qui ne sont pas suivis. Et donc, comme ça, ils vont aller... Mais non, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Donc, ils cherchent des visas. Ils en prennent l'argent, achètent des visas pour aller en Europe, malheureusement. Donc, c'est des cerveaux... Il y a le plan triennal jeune. Mais non, ça c'est... Le Piazzi, le Piaget, machin. On crée des officines bidons qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Non, on ne décourage pas. Donc, c'est même pas une opinion, mais c'est un constat que je suis en train de faire. Vraiment, je vis tous les jours. Non, c'est même pas une opinion, c'est un constat. Donc, moi, je pense que l'État doit avoir à cœur de le faire. Malheureusement, après 36 ans, il a complètement échoué. Et l'État qui sera incarné par Maurice Kamto demain, parce qu'il sera à la tête de l'État à partir du 7 octobre, verra un Cameroun complètement renouvelé, rénové et modifié. Parce que nous allons réduire l'enseignement des matières littéraires, matières de sciences humaines en général. Nous allons réaménager les programmes scolaires où on va injecter la technologie et la formation professionnelle. Parce qu'on en a besoin quand même aujourd'hui. Mais ce n'est pas le souci qu'on voit en face dans le régime ADPC. Marcel, dans l'ordre justement des offres politiques des différents candidats, votre candidat a fait également, dans le cadre de ses 50 engagements, quelques propositions justement pour moderniser notre système éducatif. J'aimerais justement qu'on en parle. Vous qui semblez dresser un constat amer de notre système éducatif, quelles sont les suggestions de votre candidat? D'abord, faire ce qu'il y ait maximum de manière effective d'écoles, c'est-à-dire que nous ayons des écoles à proximité, amener nos apprenants à avoir des modules de formation qui sont adaptés aux demandes contextuelles, parce que comme le disait mon aîné N'Djamène, vous ne pouvez pas être un habitant de l'Est Cameroun et vouloir avoir les mêmes modules de formation qu'un habitant du littoral. Donc, avec le programme que va défendre le bâtonnier Mouna, nous aurons dans ce genre de formation, ce genre d'école, où les modules vont intégrer les réalités contextuelles, les réalités territoriales. Je veux dire ici que si on rentre dans la lecture de ce qui a déjà été fait au Cameroun, en termes de projet, tout n'est pas mal. Enfin. Tout n'est pas mal. En termes de projet, je parle bien en termes de projet. En termes de projet. Mais est-ce que ces projets donc sont effectifs? C'est là la question. Pourquoi ces projets ne sont pas effectifs? Justement parce que le système politique actuel a tout embrigadé. Donc, il est question d'amener un 109. Et ce 109, c'est qui? Il me semble être M. Mouna. Qui, lui, ça peut vous faire rire, M. Meka, qui, lui, aura le courage de prendre d'abord ce que vous avez comme projet, de y apporter de l'innovation, tout en tenant compte des réalités et de la demande de la population, tout en tenant compte de la vision que nous voulons du Camerounais de demain. Voilà, en gros. Luther Meka. Non, je crois que c'est un engagement réaliste. C'est un plagiat même du chef de l'État. Puisque nous avons dans notre programme... Tout est plagiat du chef de l'État. Lorsque vous voyez le programme... Le programme d'éducation du chef de l'État, c'est de faire des télépostes scientifiques qui s'adaptent à la région. Je vous ai parlé de l'école de génie chimique et des industries minérales en Gaoundéré. Je vous ai parlé de la faculté de génie industriel à Douala. Je vous ai parlé de la faculté des sciences agronomiques à Tchang, à Ebolova. À Tchang parce qu'il y a le centre climatique et notamment l'agriculture est prospère. Et il y a l'Institut des beaux-arts à Douala. Donc, il y a ces technopoles scientifiques
C'est un projet ou bien c'est évident? Mais vous n'êtes pas informé. Demandez à votre... L'Institut de Beaux-Arts à Douala. L'Institut de Beaux-Arts en Consamba. Ah, ok. Dans le littoral. Donc, vous voyez, donc, oui. je suis informé. C'est bien. Que vous venez de dire que ce n'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est un lapsus. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que... Il y a donc... Ce n'est pas le premier. C'est pas le premier. Non, c'est pas le premier. C'est d'ailleurs le seul. C'est pas le premier. Non, ce que je veux dire... Parce que vous n'avez pas de programme. C'est un livre réchauffé depuis 35 ans. Un livre qui est réchauffé en guise de programme. Je veux vous informer. Je dis donc que c'est un plagiat du président de la République qui a décidé de faire des technopodes scientifiques par rapport à l'environnement. Il y a l'Institut halieutique à Yabassi qui, n'est-ce pas, forme, n'est-ce pas, des ingénieurs en halieutique. C'est pour vous dire qu'il y a des écoles. D'ailleurs, ils ne le nient pas, on est d'accord là-dessus. Ils ont interrogé la qualité et moi je dis la qualité se fait voir par la compétence des Camerounais. Et je dis les Camerounais sont de plus en plus compétents dans les entreprises si vous permettez. Et dans les structures auxquelles ils travaillent. Pour la simple raison que vous n'allez jamais voir les structures comme importer des employés. Ce sont des employés camerounais qui font le travail au Cameroun. Ils ont parlé des structures où on a bien sûr des partenariats. On ne vit pas en vase clos. On a des partenariats avec des grandes puissances qui viennent, n'est-ce pas, faire des projets. Mais dans le code d'investissement camerounais, il est intégré le fait que quand vous investissez au Cameroun, vous devez, n'est-ce pas, ajouter la main-d'œuvre camerounaise. Il y a des Camerounais qui travaillent dans ces structures. Nous-mêmes, nous avons des familles là-dedans. Donc, c'est pratiquement de la mauvaise foi que de dire qu'il n'y a que, n'est-ce pas, les étrangers qui travaillent dans ces projets. Je voudrais répondre à M. Meka. Quel est ce pays? Oui, je réagis. Je voudrais simplement vous dire... Mais également, vous associez finalement les propositions émanant de... Bien sûr. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut que Luther Meka arrête de se croire dans un amphi, de nous réciter les cours. Les cours des amphis qui n'ont aucune portée par rapport à la réalité. Ce qui est vrai aujourd'hui, quel est ce pays où nous avons les écoles d'ingénieurs en travaux publics, où on est incapable de construire un pont nous-mêmes? Quel est ce pays où on a les écoles des hautes études en agronomie, on est incapable de cultiver du riz? On importe du riz, quand même du blé. Vous n'êtes pas au courant du riz de la Seigneurie? Mais arrêtez! Du riz, vous savez très bien que nous importons du riz, mais car vous l'oubliez peut-être. Nous importons du riz, du poisson. On parle des écoles de formation en halieutique. Mais alors on devrait mettre en place des aquacultures, des cours. Mais alors pourquoi importe-t-on? On importe du poisson de Mauritanie, du Sénégal, de l'Irlande, de la Chine. Mais c'est absolument incroyable. Quel est ce pays où on a tout, mais on ne produit rien? Donc moi je dis qu'il y a un arrimage qui n'a pas su marcher, parce qu'ils sont totalement incompétents, entre les cours, les écoles qui sont créées, et le besoin du pays. On a besoin de se développer. Ça suppose qu'on doit créer un alliage entre l'école, les cours qui sont dispensés, et justement les besoins des Camerounais. Moi je dis que on n'a plus besoin de signer ces contrats de mendicité qui vont mendier la technologie aux autres. C'est quand même une humiliation. Moi, j'ai senti comme une humiliation le pont sur le Vouri, deuxième pont, que ce soit les Français, les Chinois, même s'il y a un peu d'ouvriers camerounais qui construisent le pont. Donc, la conception faite par les autres. Donc, à quoi servent nos écoles d'ingénieurs? Moi, je dis simplement que aujourd'hui, je rappelle les 3 piliers du professeur Kamto dans son projet de société, dans son programme politique. Il a parlé, de l'éducation. Non, mais elle existe depuis hier, je te rappelle. L'éducation, la formation et la recherche-innovation. Sur l'éducation, il faut d'une part permettre aux élèves du primaire et même de maternelle de s'accommoder avec leur environnement. L'éveil au raisonnement scientifique, par exemple. On dit par exemple une tomate, une gazelle, mais ils sont dans une boîte, une maison fermée, ils ne savent pas ce que c'est. On dit les racines de l'arbre, il faut les sortir, il faut des cours, pas des cours entre guillemets, il faut les sortir dans la nature pour qu'ils palpent du doigt ce qu'on leur apprend en théorie. Donc on les éveille à la connaissance. Ça, on ne le fait pas aujourd'hui. Par exemple,
Je prends le cas, comment dirais-je, on appelle ça le cours sur l'anatomie des animaux, etc. Mais on ferait bien pendant, par exemple, une semaine ou deux, de les amener dans des régions, dans le nord, dans le Grand Nord, quelques villes là-bas, pour leur montrer comment vivent les girafes, comment la cosmogonie, comment ça se passe entre les animaux, la nature, tout ça. Vous êtes en plein safari. Mais non, c'est pas le safari, c'est de montrer, c'est d'éveiller les enfants, n'est-ce pas, à la nature. Il y a des écoles qui font des mais pas du tout. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Maintenant, au niveau des lycées et des collèges, pourquoi ne pas installer dans tous les lycées publics, tous les collèges publics, n'est-ce pas, des laboratoires technologiques et scientifiques? Ça n'existe pas. Au niveau des universités, on a besoin des pôles d'excellence. Comment doit-il évaluer le coût de tous ces investissements? Mais c'est très simple. Il y a des niches, on sait très bien. En dehors du budget d'investissement public, il y a des niches. Je prends le cas très simple. Et il y a un ministre qui voyage, plusieurs d'ailleurs, par semaine, en classe excellence. En classe excellence. Il y a la classe excellence, business et classe économique. Par exemple, un voyage Douala-Paris, c'est 6 millions de francs CFA, aller-retour. Pourquoi ne pas les faire voyager en classe business, puisqu'on a quand même envie d'un peu de confort pour eux, à 2,5 millions. Et ils font beaucoup de voyages par semaine, ces gens-là. Donc on peut les gens réduire dans le train. Non, non. Ils parlent de recherche de financement pour financer l'éducation, par exemple. Je lui explique. Hein. Par exemple, dans les péages qu'on voit sur les routes, là, c'est au minimum 150 milliards chaque année. Et d'ailleurs, les routes sont complètement... Elles n'existent pas. Mais pourtant, on peut puiser dans cet argent-là. Je prends le cas, par exemple, comment dirais-je, des frais de bouche et de réception d'étoudis, par exemple. C'est 60 milliards par an. Pourquoi 60 milliards? Je n'arrive pas à comprendre. On peut le diviser de moitié, quand même, et puis le mettre dans le financement de l'éducation. Vous avez les rubriques de ce budget? Mais c'est 60 milliards. Les frais de bouche, seulement. Seulement. Je ne parle même pas du parc automobile. Un ministre qui a 300 mètres de son travail, de son domicile, et qu'il a un véhicule qui coûte 115 millions de francs CFA pour faire 300 mètres. Non, c'est pour dire que les niches de financement, le débat pour nourrir, pour financer les équipements éducatifs. Non, 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 je suis dedans. Je parle du financement. Il m'a posé une question. Pour financer ces équipements dans nos lycées, collèges, dans les universités, il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc, je vous indique les moyens de trouver des niches d'argent pour pouvoir financer l'éducation nationale. Donc, je suis bien dans l'éducation. Donc, c'est pour dire que je reviens au corps du sujet. Pour dire qu'aujourd'hui, on a un pays sous-développé, très sous-développé. On n'a plus besoin de produire des milliers d'avocats, des milliers de sociologues. Non, on respecte ces domaines, ces métiers qui sont des sciences. Mais on a besoin des ingénieurs davantage, mais qui soient performants, qui nous fassent oublier des Chinois, des Russes ou des Américains, des Français. Que les gens, demain, si on veut construire un 3e ou un 4e pont, n'importe où, qu'on fasse appel, en dehors du génie militaire, aux Camerounais formés au Cameroun. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis désolé. Est-ce que c'est le cas, Yves Sandion? Bien sûr que c'est le cas. Mais non, ce n'est pas le cas. Les jeunes Camerounais travaillent avec les partenaires dans tous les chantiers. On évolue, on est pratiquement... on tire vers la fin de ce programme. Je vais évacuer quelques SMS et puis Marcel va nous dire si finalement c'est un plagiat le programme du candidat acquis. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Mekan ne connaît pas la réalité de l'éducation au Cameroun, où il est de mauvaise foi pour accepter la réalité. Les vacataires du lycée ont 50 000 francs de salaire. Le système a vraiment échoué. Le bac, mais je ne sers à rien. C'est Marlise depuis Douala qui a écrit ce message. J'en reçois tellement. Je vais essayer d'évacuer un autre message. Bonsoir, dites à M. Meka que les écoles publiques de Douala n'ont pas reçu le moindre crédit de fonctionnement et même de paquet minimum depuis 3 semaines. 3 semaines après la rentrée scolaire. C'est Ndjomo René qui écrit également ce message. Je vais prendre d'autres, j'en ai tellement reçu, je vais essayer de prendre d'autres. Alors, M. Meka, s'il vous plaît, vous faites beaucoup de tapage. Un enseignant peut-il vivre décemment au Cameroun avec son salaire? Il me semble que vous ignorez l'état du système éducatif au Cameroun qui détruit le développement technologique et industriel. Ce message n'est pas signé. Autre message que je vais évacuer, le contexte camerounais du gestionnaire des programmes, projets et administrateurs divers et de développement des comportements opportunistes qui tendent à occulter les efforts fournis dans le sens de sortir le système éducatif
de l'ornière, des contenus coloniaux, le plagiat est légion, faute d'incitation pratique à la recherche. La paresse est dominante, faute de motivation de la part des encadreurs qui se contentent de leur prébande. Tout n'est pourtant pas mauvais. Nous ne demandons qu'une seule chose, que chacun, en ce qui le concerne, s'efforce au mieux d'appliquer la loi sans attendre la répression de l'État. Pour le faire, c'est une analyse, mais il faudrait signer vos réactions. Dernier message. Bonsoir, Monsieur Meka. Je pense que tout adepte du RDPC... Écoutez, je ne vais pas évacuer ce message. Oui, parce qu'on plagiat au niveau... Comment peut-on parler du plagiat d'un programme qui n'existait déjà pas? Exact. Je ne sais pas s'il y a un programme qui existe. Réchauffé. Nous sommes de l'organisme communautaire. Il faut lire le livre programme. On l'a lu il y a 30 ans. 87, 88. Il y a 30 ans qu'on l'a lu. On va sortir Nous avons rapidement de ce programme. Nous ne sommes pas dans des grandes théories. Nous, on fait l'état des lieux. C'est pas de la théorie. Monsieur Meka, s'il vous plaît. Allez-y. Nous, on fait l'état des lieux. On essaye de trouver des solutions et on déclare nos solutions, on déclare ce que nous allons faire. Maintenant que M. Meka vient me dire que c'est du plagiat, M. Meka, on va plagier quoi? On va plagier le vide. Vous êtes là pendant 36 ans, de manière effective. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais vous dire tout à l'heure, on pose la question à Célestin Jamen, comment arriver vraiment à mettre en place les projets dans des projets d'éducation. C'est la chose la plus banale, la plus simple. Si on ramenait l'éducation, on remettait l'éducation dans ce que j'appelle... la concrétisation. Non, pas la concrétisation. Je vais dire, c'est-à-dire que le collège, quoi, le collège qui fait partie du système d'éducation sur le plan national. Communauté éducative. Communauté éducative, merci de thème. C'est ton collègue. Oui, bien sûr. Prenons par exemple au niveau de la maternelle. Commençons par là, l'éducation des bases. Oui. Vous avez un projet de classe. Vous voulez expliquer aux enfants les vertébrés. Hein? Un truc simple. À côté de vous, alors vous voulez expliquer la volaille. Je prends un truc simple, la volaille. Mais dès lors que le responsable de l'école a reçu le projet de sa classe, c'est-à-dire que la maîtresse lui fait le projet pédagogique, la semaine de je ne sais pas quand, nous aurons une leçon sur la volaille. Ok. Vous avez intégré les parents qui font partie du comité éducatif. On ne fait pas aux parents, un des parents qui a une ferme, qui a un poulailler, se porte garant et on ramène les enfants dans ce poulailler. On explique simplement. On n'a pas besoin forcément d'avoir des financements qui viendront, je ne sais pas d'où. Moi, je parle là sur le plan pratique. C'est ce que j'appelle l'éveil à la connaissance des enfants. Et ça peut se faire au niveau du primaire, au niveau du secondaire, même au niveau de l'université. Donc, il faut que toutes les composantes soient mises ensemble pour que nous puissions avoir une éducation vraiment effective. Monsieur Meka, moi, je vous sais intelligent, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être vrai pour dire aux Camerounais que à l'heure actuelle, il n'y a pas un système fiable, que l'éducation, dans sa faisabilité, n'est pas vraiment ce qu'elle devait être. Sur le plan pratique, sur le plan des projets, moi je parle de ça. En termes de modules, nous avons des très bons contenus, je ne dis pas non. Mais comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les approches que nous avons pour pouvoir rendre, pour pouvoir atteindre les objectifs fixés à la base? C'est ça la question. Merci. Et nous, on a des solutions pour. Merci Marcel. Vraiment, Meka, en un mot, oui. Malheureusement je dirais un mot, de cette émission. Bon, je crois que ça devient sérieux lorsque vous donnez la parole. Ce que je voudrais dire, c'est que le chef d'État, dans sa tu te rends compte maintenant que c'est sérieux. De l'enseignement et de l'éducation des peuples camerounais, a mis tout le dispositif pour que les Camerounais soient éduqués. Il y a des grandes écoles qu'il a mis par pôle d'excellence, par pôle scientifique, pour pouvoir former les Camerounais. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers de la formation des Camerounais parce que les Camerounais sont bien formés et ils sont compétents. Et je dis, c'est 77% d'alphabétisation. Je l'ai dit au départ, il y a près de 18 000 écoles. Il y a plus de 8 universités,
243 établissements privés, avec, n'est-ce pas, des établissements pilotes. Et pour arrimer l'école à l'emploi, il y a eu un système de professionnalisation qui est en train de prendre cours dans les écoles, avec, n'est-ce pas, des incubateurs d'entreprises dans les universités. Il y en a à Douala, il y en a à Polytechnique, il y en a également dans d'autres universités pour permettre à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, arrimer l'enseignement à l'emploi et permettre à ce qu'il y ait des jeunes entrepreneurs. Donc, ce que moi je pense, et je vais dire aux Camerounais, de continuer à faire confiance au chef de l'État par rapport à cette politique éducative qui permet à ce que le Camerounais soit véritablement bien formé à travers ces grandes écoles et ces universités qui sont aujourd'hui à 8 universités d'État. Peut-être en quelques secondes. J'avais espéré que ce débat, c'est quand même une thématique qui est apolitique, l'éducation de nos enfants, mais je suis désolé que mes cas sont tenus à une posture politicienne et partisane. Parce qu'en vérité, aujourd'hui au Cameroun, il est important de savoir qu'il y a beaucoup de Camerounais qui étudient à l'étranger. Et ça, c'est un indicateur fiable de la faillite du système national. Il y a beaucoup de Camerounais en Russie. Regardez-moi au niveau du Cameroun. Beaucoup d'officines Canada machin, Russie machin, venaient étudier à tel pays, tel pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'école sérieuse ici. Pourquoi nos confrères, pourquoi nos frères camerounais sont-ils si, comment dirais-je, obsédés à dépenser de l'argent pour aller étudier ailleurs? Si nous avions un système de formation, d'éducation fiable, on ne dépenserait pas 4 000, 5 000 euros pour aller s'inscrire dans les écoles étrangères. Parce que l'inverse n'est pas vrai. Il n'y a pas de Russes au Cameroun qui viennent s'inscrire dans nos écoles. Il n'y a pas de Français qui viennent s'inscrire ici. Ça veut donc dire que le système est totalement échoué. Je ne parle même pas de la formation des ingénieurs, qui ne sert strictement à rien. Même quand ils ont acquis leur diplôme d'ingénieur, ils vont encore se perfectionner à l'extérieur. Ça, c'est des faits. Ça, c'est des faits. Maintenant, nous avons au Cameroun une flopée de nos compatriotes qui ont des dons naturels, mais qui n'ont pas de diplôme, parce que le système a foiré. Donc, Maurice Kamto propose des centres de métiers par commune, qui sera financé par l'État. C'est-à-dire que sans diplôme, un soudeur, un staffeur, n'importe qui, un charpentier qui veut faire un métier dont il est doué, il peut solliciter de l'État un appui, même s'il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc on appelle ça des centres de métiers dans des communes, qui sont donc gérés par la commune sous un contrat de 5 à 10 années, par exemple. Donc ça donne la chance à tout le monde. Merci Célestin, on aura peut-être l'occasion, durant la campagne qui débute, d'en parler davantage. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis ce mercredi. Luther Meka, je vous remercie d'être venu. Vous étiez là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont le candidat président sortant, Paul Biya, est candidat à l'élection présidentielle de cette année 2018, et vous avez donc décliné l'offre politique en matière d'éducation. Je remercie Célestin Diamène, qui est issu du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont le professeur Kamto est également candidat à l'élection présidentielle. Enfin, je remercie Marcel Kouikou, qui est issu de la coalition Karemouna, l'un des candidats également à cette élection présidentielle de 2018. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs qui ont pris part à ce programme activement à travers vos SMS. On n'a pas pu les évacuer entièrement, mais 1000 fois merci de cette confiance au programme étourdi sur les antennes de la télévision du monde. J'aurai le privilège de vous retrouver très bientôt sur ces antennes. Bonne soirée à tous.